Bonjour à toutes et à tous. On va attendre juste quelques secondes le temps que les unes et les autres continuent de se connecter. Bonjour Christine. Bonjour Katagena. Bon, oui, on va attendre encore quelques petites secondes que je vois qu'il y a encore quelques personnes qui se connectent. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur notre petite chaîne Webikeo et bienvenue à ce webinaire. Voilà, au fur et à mesure, on a d'autres personnes qui nous rejoignent. En attendant les autres connectés, je vous propose déjà que l'on se présente. Christine, est-ce que tu peux nous dire qui tu es en quelques mots? Oui, très rapidement, bonjour à vous tous et vous toutes. Vous toutes et vous tous, pardon, c'est vrai que ce sont les femmes d'abord. Je suis, j'ai fondé l'agence 4 et Associés il y a maintenant 15 ans. En fait, c'est une agence de conseil en ressources humaines. Donc, on a à la fois une activité auprès des entreprises en alors, pas le recrutement, hein, tout le reste, tout le reste. Et puis, une autre partie, donc, à destination des acteurs de la formation, avec effectivement en commun avec Katagena, le fait de proposer nos services pour monter des dossiers RNCP, RSCH, mais aussi du contrôle partenaire et aussi de la construction de réseaux. Voilà ce que nous avons en tout cas toutes les deux en commun. Voilà, tout simplement. Merci à Et, toi. et voilà pourquoi j'ai invité Christine aujourd'hui pour vous partager nos expertises et nos regards croisés sur le référentiel de compétences et d'évaluation qui est le tout premier webinaire d'une série dédiée à mon dossier France Compétences. Donc, à tous les porteurs de projets qui souhaiteraient se lancer dans le projet d'une certification ou qui sont déjà dedans et qui auraient des questions sur certains des attendus, on va appeler ça les livrables de France Compétences. Voilà, on a toute cette série qui est dédiée. Grosso modo, il va y avoir un webinaire par mois sur ces différents sujets. Et donc, Christine me fait l'honneur de m'accompagner aujourd'hui sur ce sujet du référentiel de compétences et d'évaluation, qui est une phase un petit peu technique du dossier et voilà sur lequel il y a des choses à savoir avant évidemment avant de déposer, mais aussi pour le constituer. Voilà, donc on espère vous apporter un maximum d'éléments. N'hésitez pas au fur et à mesure de nos propos, si vous avez des petites questions, à les noter dans le chat. On va essayer de les traiter au fur et à mesure de nos échanges. Et si toutefois on passait à côté de l'une des questions, n'hésitez pas à la relancer un petit peu plus tard. On prendra aussi un temps à la fin du webinaire pour y répondre évidemment. Et puis par ailleurs, si vous voulez nous contacter en off, évidemment, vous pourrez le faire aussi. Voilà, donc pour ma part, pour ceux qui nous rejoignent, juste petite présentation. Donc, je suis Katharina Fossati. J'ai un pur produit du secteur de la formation parce que j'ai piloté mon OF pendant 17 ans. Et depuis 4 ans maintenant, je travaille très particulièrement sur les sujets des demandes d'enregistrement auprès de France Compétences et l'accompagnement des certificateurs dans le déploiement de la vie de leur certification. Voilà, donc c'est l'occasion maintenant pour moi de vous faire part un petit peu accompagné d'invités triés sur le volet parce que faut que vous sachiez quand même qu'on se connaît tous plus ou moins dans ce milieu. Et voilà, on a un petit réseau de personnes à la fois allez, je vais t'envoyer plein de fleurs, Christine. Fiables, valeureuses et qui font du travail de qualité. Et donc, c'est hyper important Je vais voilà, rougir. de les mettre en avant et puis et surtout, nous, de partager et de vous partager nos expertises. Alors, commençons sur ce référentiel d'évaluation, de compétences, pardon, et d'évaluation. Alors, au programme, aujourd'hui, eh bien, on va voir. Alors, attendez, hop, voilà, comme ça, j'ai une meilleure vue sur mon écran. On va parler de l'architecture du référentiel de compétences, puis de ce qu'on appelle l'écriture en compétences, parce qu'il y a une syntaxe un petit peu particulière à respecter. Et on va se pencher ensuite sur les modalités et les critères d'évaluation. Alors avant tout, il s'agit de se poser la question de ce qu'est un référentiel de compétences. Alors, on peut donner évidemment toutes sortes de définitions, mais un référentiel de compétences, c'est avant tout une ossature qui va donner une lisibilité à un titre
ou à une certification. Et donc là, je reviens sur quelque chose que je formule et je reformule lors de mes différentes interventions, à savoir que, bon, là, pour la petite analogie, un programme, enfin, ce qu'on appelle le programme de formation, donc ce qu'est le programme à la formation, pardon, le référentiel l'est à la certification. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que formation et certification, ce sont deux choses bien différentes. Donc, quand on va créer son dossier, ça demande d'enregistrement auprès de France Compétences. Il ne s'agit pas de mettre l'accent sur la formation, mais bien sur la certification, qui est l'ensemble, enfin la phase, l'ensemble des éléments par lesquels un candidat va passer une fois qu'il est issu d'une formation, enfin une fois qu'il a suivi une formation, ou une fois en tout cas qu'il a la maîtrise de certaines compétences et qu'il va vouloir décrocher une certification ou un titre, ou plus communément on va pourquoi pas appeler ça un diplôme, et donc il va passer des évaluations. Ça, c'est ce qui relève de la certification. Hop. Ah, je regardais au passage les petits. Je pensais qu'il y avait une question. Excusez-moi, en fait, non, c'était juste une personne qui disait bonjour à tous. J'en profite au passage, tiens, pour solliciter nos participants et vous poser une petite question. Vous avez un petit sondage qui est apparu en principe dans le chat. Est-ce que vous avez vous-même un projet de certification? Ça va nous permettre aussi de voir un petit peu qui sont nos participants et peut-être potentiellement de renforcer un petit peu plus et d'orienter nos propos par la suite. Par rapport à ce qu'est un référentiel de compétences et d'évaluation, Christine, est-ce que toi, tu peux nous donner ta vision des choses? Comment tu perçois cet élément du dossier? Alors, moi, je perçois cet élément du dossier comme la résultante d'un travail qu'il est nécessaire de faire en amont, qui est le périmètre de la certification. En fait, démarrer par le référentiel n'est pas prudent. Et donc, en fait, ça va être le reflet à la fois des placements de vos apprenants et également donc du besoin du marché hein, en termes de ressources, de compétences, avec effectivement l'état du marché, enfin l'état des secteurs sur lesquels ces compétences sont nécessaires et les éventuelles donc créations d'emplois qui existent. Voilà. Donc c'est un tout. Voilà. Il faut vraiment bien comprendre que ce n'est certainement pas décorrélé de vos placements et des besoins du marché. Exactement. Donc, alors c'est vrai effectivement que j'allais dire c'est une pièce centrale du dossier, certes, mais en fait finalement comme toutes les pièces du dossier et les unes s'articulent les unes aux autres. Donc effectivement c'est un tout. Donc j'anticipe une question qui va certainement être posée, mais bon finalement qui ne le sera pas si j'y réponds de suite. Par quoi est-ce qu'on commence quand on lance une demande d'enregistrement? En fait, finalement, par plusieurs choses en parallèle. Et alors, selon les dossiers, selon l'orientation, c'est vrai que parfois on peut commencer par le référentiel, mais parfois pas, parce que, et encore, ça dépend si on est sur du RS et RNCP. Donc, je suis navrée pour toujours cette même réponse que j'apporte et qui est pas très, qui ne répond pas de manière directe. Ça dépend. Ça dépend. Parfois, on va commencer par le référentiel, parfois pas. Et en fait, ça dépend aussi de la nature du projet et des éléments dont on dispose. Également. Donc oui, effectivement, prudence et mère de sûreté. Et tu as tout à fait raison, Christine, de soulever que selon les cas, c'est pas forcément prudent de commencer par le référentiel de compétences. Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, on va faire un petit retour en arrière, juste pour rappeler, peut-être parmi vous, il y a des personnes pour lesquelles ce ne serait pas tout à fait clair, la différence entre les deux répertoires, donc le répertoire spécifique et le répertoire national des compétences professionnelles. Pour faire très très simple, hein, parce que c'est pas l'objet du webinaire du jour, le RNCP concerne l'enregistrement de métiers. Voilà, donc si on vulgarise au maximum, on va plutôt enregistrer dans le RNCP des diplômes, des titres, donc qui ont pour vocation de définir un métier, un périmètre métier et des compétences relevant de blocs et d'activités inhérents à un métier. Le RS, lui, va concerner des compétences complémentaires ou transversales à un ou plusieurs métiers.
Voilà, donc on n'est pas sur les mêmes cheminements, on n'est pas sur la même logique de ce que l'on va déposer et forcément, ça va influencer aussi la structure même du référentiel de compétences. Voilà, donc s'il y a besoin de précision entre les deux répertoires, n'hésitez pas à nous poser des petites questions à ce sujet. N'hésite pas aussi, Christine, à compléter ce que je dis, parce que voilà, je vais au plus simple, mais voilà. Non, mais c'est très clair, oui, oui. OK. Hop. Là. Donc, que se passe-t-il en termes de référentiel de compétences et d'évaluation dans le cadre du RNCP? Eh bien, pour un titre RNCP, on va présenter finalement ce référentiel. Alors, il y a un formalisme que l'on va respecter, que l'on n'a absolument pas inventé au final, puisque ce formalisme, c'est celui qui est plus ou moins imposé par France Compétences, qui est mis à disposition. Donc, c'est le tableau que vous avez sous les yeux, bon, là, qui est vide, puisque c'est juste la trame, la structure. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau? Eh bien, on voit tout d'abord qu'on a 4 colonnes. Et dans la première, qui est tout à gauche, on a un référentiel dit d'activité. En effet, un métier est composé de plusieurs ensembles d'activités. Voilà. On parle aussi régulièrement de blocs de compétences. Alors, ces blocs de compétences, en fait, vont pour chacun regrouper, encore une fois, je vais au plus simple, une famille d'activités. Donc, si on ne fait pas, ou en tout cas, si on ne fait plus apparaître en tant que tel des intitulés de blocs de compétences, il faut bien intégrer que dans le référentiel d'activité, lui, eh bien, on va voir apparaître des familles d'activités. Vous pourrez donner un équivalent des familles de missions, enfin des ensembles de missions que va exercer le professionnel, le titulaire métier, et qui vont se regrouper. Est-ce qu'on pourrait donner un exemple, Christine, pour les... Excusez-moi. Pardon. Est-ce qu'on pourrait donner un exemple de famille d'activité, tiens, pour un titre, pour donner une petite illustration? Oui, alors là, j'avoue que ça me vient pas forcément immédiatement à l'esprit. Pour des métiers, on va prendre un métier support qui peut parler à peu près peut-être à tout le monde. Pour un DRH, par exemple, ou alors on va dire un responsable de ressources humaines, ce qui est pas pareil, hein. On n'est pas au même niveau justement dans l'entreprise. Si on a une activité qui tourne autour de ce que l'on appelle le développement des ressources humaines, c'est une activité autonome qui est menée soit par un responsable RH, soit par un DRH quand on est dans une plus petite structure. On va avoir moi j'appelle ça des sous-activités, mais ça n'a rien de péjoratif. On va avoir un découpage. Le développement RH, c'est à la fois le fait de partir, par exemple, d'une cartographie de métier, c'est-à-dire la gestion prévisionnelle des emplois, de voir les besoins et de les déterminer en recrutement, mobilité avec formation, d'accord? Alors donc, vous voyez qu'on a la mobilité, la formation et le recrutement. Voilà. Dans le recrutement, on va avoir le onboarding, on va avoir tout ce suivi-là, etc. Toute la partie très juridique, voilà. Dans les autres items, on va avoir pour la mobilité, aussi une mobilité externe, c'est-à-dire qu'au revoir, et la mobilité interne, c'est-à-dire qu'on va faire monter en compétence des personnes pour aller vraiment remplir les besoins de l'entreprise. Voilà. Pour moi, ça, c'est un exemple concret. Et vous voyez que cette partie développement RH est en tout cas un bloc autonome. Ça correspond en fait en ressources humaines à une activité autonome. Voilà. Oui, exactement. Et donc, ces ensembles d'activités autonomes vont finalement constituer ce que l'on appelle communément les blocs. Et on le verra aussi, ces blocs vont être évalués de manière autonome, de manière indépendante. Alors, sur la structuration, vous voyez, donc dans la colonne de gauche, on va retrouver ces activités. Et puis ensuite, on va avoir dans la colonne suivante, juste à droite, les compétences. Eh bien, chaque activité va être déclinée en plusieurs compétences professionnelles. Alors là, c'est pareil, je vais anticiper une autre question. Combien d'activités? Combien de compétences? Eh bien, là encore, je suis navrée pour la réponse, mais ça dépend. Ça dépend du niveau.
visés. Ça dépend du métier. On peut avoir parfois 2, parfois 3, parfois 4 blocs de compétences. En fait, il n'y a pas vraiment de règles, puisqu'en fait, c'est inhérent au métier lui-même, à la nature de ce par quoi il est constitué. Donc, c'est assez variable. On peut, par contre, toutefois, là, je glisse une petite précision. Pour certains métiers, on peut avoir des blocs dits optionnels. Donc, bon, je donne un exemple comme ça, mais par exemple, dans le métier de la communication, enfin, on pourrait très bien y envisager des blocs optionnels, par exemple, options plus orientées marketing, plutôt tourisme. Enfin, voilà, là, je donne des exemples vraiment un peu farfelus, mais c'est pour avoir l'idée de ces options. Donc, un certain nombre d'activités. Chaque activité est déclinée en compétences professionnelles et puis on va avoir une double colonne dans la dernière colonne qui concerne cette fois le référentiel d'évaluation avec les modalités d'évaluation, c'est-à-dire la nature des épreuves, le type d'épreuves qui vont évaluer ces compétences et les critères d'évaluation, mais ça, on en parlera juste après. Voilà, donc une structure qui est, en tout cas sur la forme, plutôt figée, mais après, encore une fois, à l'intérieur, c'est ce que vous allez définir, ce que vous allez construire, ce que vous allez amener dans le référentiel qui va le rendre finalement unique. N'hésite pas, Christine, à compléter si tu as d'autres choses à rajouter. Oui, peut-être rajouter que dans cette colonne référentielle de compétences, ce que l'on nous demande, et c'est ce que disait Katagena, qui est extrêmement normé en revanche de la part de France Compétences, c'est pas du tout une liste de compétences, 1, 2, 3, vous voyez, c'est la mise en œuvre, en tout cas l'expression d'une situation professionnelle. C'est ce qui rend d'ailleurs la difficulté de la façon d'écrire. Voilà. Ce n'est pas là qu'on va décrire. Et juste pour la petite histoire, quand France Compétences a repris le rôle de la CNCP, qui était l'ancien régulateur, au début, on faisait comme à la CNCP, c'est-à-dire qu'on faisait des listes de, alors il fait ça en premier, il fait ça en deuxième, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et puis petit à petit, on s'est fait taper sur les doigts, parce que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, et c'est le moment qui a été assez délicat, peut-être pour certains d'entre vous, où France Compétences a changé tout le temps ses critères. Et donc, aujourd'hui, on a une stabilisation, youpi, sur ce référentiel de compétences, mais c'est interdit de faire un listing, d'accord? Voilà, il faut bien comprendre ça. C'est une situation professionnelle que l'on décrit. Mais après, Katagena, je te laisse redire, puisqu'on va détailler. Oui. Alors, il y a une question, oui. Oui, il y a une petite question et merci de la poser d'ailleurs, Sandra. Donc, Sandra qui demande, est-ce qu'un bloc savoir-être peut-il être judicieux sur un métier ayant un accueil de public? Alors, ça, on va l'aborder également juste après, mais allez, on va planter un petit peu le décor à ce niveau-là. Les compétences, c'est un ensemble de choses. Chaque compétence, finalement, fait appel surtout et avant tout à un savoir-faire, mais il y a aussi une dimension savoir-être, parce que, par exemple, quand on va parler d'accueillir du public, et puis selon le type de public, eh bien, on va le faire potentiellement avec bienveillance et professionnalisme. Et donc, on voit qu'on a un moyen qui relève du savoir-être. Pour autant, dédier un bloc entier au savoir-être n'a pas de sens, en fait. Le savoir-être va être diffusé, va entrer dans toute ou partie des compétences du référentiel. Donc, je ne sais pas si, Sandra, la réponse est claire pour vous, mais en tout cas, c'est pas... les blocs concernent vraiment une logique de famille d'activités et non pas on ne va pas, par exemple, sectoriser d'un côté les savoir-faire, d'un côté le savoir-être, d'un côté les savoirs tout court. Au contraire, tout s'infuse mutuellement pour créer chacune des compétences qui composent les activités. Merci Sandra pour le retour. Je peux compléter, Katagena, juste 2 secondes? Bien sûr. Simplement, sans doute la confusion que fait Sandra vient du fait qu'elle est dans une approche formation, alors que le référentiel est une approche ressources humaines. Donc, c'est pour ça que ce que dit Katagena est obligatoire, c'est-à-dire que le savoir-être n'est pas une activité autonome.
comme tu viens de le dire, ça se diffuse tout au long des activités professionnelles que l'on a dans un métier donné. Donc voilà, pour que ce soit bien clair pour Sandra, les blocs correspondent à une activité autonome. Le savoir-être n'est pas une activité autonome. Voilà. Merci beaucoup pour ta précision, Christine. Donc, si on va un petit peu plus loin dans notre référentiel dans le cadre d'un RNCP, eh bien, donc un bloc, c'est un ensemble d'activités qui est autonome, d'accord. Autonome, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, alors de manière très pragmatique, si j'ai un candidat qui voudrait, pour X raisons, par manque de temps, peut-être aussi de moyens, bon, peu importe, ne passer que un ou deux blocs sur l'ensemble qui compose le référentiel sur le titre, sur le métier. Eh bien, il va pouvoir le faire. Ça veut dire que chaque bloc fonctionne de manière autonome, il va pouvoir être évalué de manière autonome. Voilà, donc on comprend que chaque famille d'activités, c'est une famille à part entière. Voilà. Si je cumule en tant que candidat l'ensemble de ces familles, l'ensemble de ces blocs, et que je les valide, eh bien la somme de tout me permettra d'obtenir le fameux parchemin, donc le fameux diplôme correspondant au titre. Alors ça, c'est valable pour finalement la plupart des référentiels, sauf les métiers réglementés qui sont qui relèvent d'un cas un petit peu différent, un petit peu à part. Mais voilà, on a vraiment cette logique d'autonomie. Les activités, pour faire un petit peu de vocabulaire, on l'a déjà dit, mais bon, on renforce ici, elles peuvent être vues comme finalement des tâches qui vont s'articuler entre elles pour former les blocs. Et les compétences, alors ça, on est dans la granularité, on affine au fur et à mesure. Les compétences, elles vont traduire ce que le candidat doit savoir faire dans le cadre d'une activité. Donc c'est pour ça qu'en général, une activité, enfin c'est même pas en général, c'est que c'est même préférable, chaque activité doit être composée de à minima 2 compétences, voire plus, puisque c'est cet ensemble de compétences qui vont faire qu'on va maîtriser une activité. Voilà. Alors, je check les petites questions. Comment pouvoir de savoir si les métiers visés par la démarche sont en tension et donc certifiants? Il y a des bases de données officielles de ces métiers. Merci pour votre réponse. Alors, question Nicolas. Nicolas, je pense que vous faites allusion aux métiers émergents. Enfin, en tout cas, je le comprends comme ça. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, Christine. Alors, vous pouvez préciser dans le chat que voilà que je je réponde pas à côté de la plaque. Oui, voilà, super. Merci pour votre précision. Oui, alors les métiers émergents sont effectivement une liste de métiers qui est mise à jour annuellement, bon parfois un peu plus souvent, mais bon grosso modo une fois par an. Donc, vous tapez sur votre moteur de recherche liste des métiers émergents et vous allez tomber sur un petit fascicule en PDF. Émis par France Compétences et qui vont vous donner la liste actuelle. Donc, prenez bien la liste 2024, par contre, des métiers émergents. Ces métiers émergents, bon, ils ont quelques petites particularités, mais effectivement, qui dit émergent dit soit récent, soit qui présente vraiment un besoin d'être encadré par des certifications et donc ils vont pouvoir bénéficier d'une procédure aménagée au niveau de la création du dossier. Par contre, le référentiel, lui, il faudra toujours le produire. Voilà, ça exempte des cohortes, mais pas du référentiel qu'il faudra bâtir, même pour les métiers émergents. Oui, on est bien d'accord, Frédéric, pour certains métiers, ils sont loin d'être émergents, mais en revanche, ce sont des métiers qui vont présenter une certaine tension sur le marché du travail. Donc, on a grandement besoin d'avoir des personnes formées, qualifiées, certifiées dans leur domaine respectif. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont rentrer dans cette liste des métiers émergents. Question de Virginie également. Pour chaque activité, il y a au minima 2 compétences. Une compétence pour une activité ne fonctionne pas. Mais disons que il n'y aurait pas de logique à ce qu'il n'y ait qu'une compétence par activité. Alors, je suis très prudente à chaque fois dans ce que je dis parce qu'il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Mais non, en général, il y a plusieurs compétences dans une activité. Alors, auriez-vous cette liste de métiers émergents? Alors, Céline, n'hésitez pas à me faire un petit rappel. Vous m'envoyez un petit mail à l'issue du webinaire et je vous l'envoie par retour de mail. Voilà, voilà, j'ai simplement peur d'oublier, mais n'hésitez pas à le faire, je vous l'envoie. Voilà, je parcours les questions. Bien. Je vous propose que l'on continue et puis je reprendrai le fil des questions juste après.
Dans le cadre du RS, à présent. Alors, dans le cadre du RS, eh bien, vous voyez là sur notre petit tableau, c'est pareil, hein, c'est un tableau qui a été mis à disposition par les différentes notices de France Compétences. Eh bien, dans ce tableau, eh bien là, pour le coup, on n'a plus que 3 colonnes. Effectivement, la colonne activité n'apparaît pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de logique de mettre plusieurs familles d'activités dans un référentiel RS, puisque, pour rappel, le répertoire spécifique des certifications et des habilitations recense des référentiels de compétences qui s'adressent en complémentarité à un métier, enfin éventuellement un ou quelques métiers, ou en transversalité à un nombre plus important de métiers. Si je fais très simple, si je suis, bon, je prends cet exemple parce que bon, je pense assez parlant. Je suis professionnelle de la restauration ou je suis pâtissier. Eh bien, je veux avoir des compétences complémentaires à mon métier en cake design, donc en embellissement, enfin voilà, en mise en valeur de gâteaux par des fleurs en sucre, de la pâte à sucre, des décors comestibles, etc. Là, on est sur de la complémentarité. Si on est par exemple sur de la transversalité, bah, si on prend les langues ou si on prend certaines compétences en informatique, hein, en tableur, en traitement de texte, etc., ben, ça va pouvoir s'adresser à plein de métiers différents. Donc, voilà. Et donc, on va avoir une liste de compétences. Donc là, il n'y a pas forcément de logique à avoir des activités. D'ailleurs, si vous êtes dans la construction de vos référentiels, tiens, petit conseil au passage, si vous vous rendez compte dans la conception de votre référentiel que vous destinez a priori au RS, qu'il y a beaucoup, beaucoup de compétences, que ces compétences commencent à se regrouper sous des familles d'activités, c'est que peut-être il va falloir envisager de se réorienter vers l'autre répertoire. Voilà, ça c'est des petites choses comme ça que l'on sent, nous, consultants, quand on accompagne les clients, qu'on commence à poser des questions, et bien parfois on se rend compte qu'il y a des erreurs de répertoire et qu'il faut reconsidérer un petit peu le projet pour l'orienter de la bonne façon. Voilà, donc les compétences traduisent ce que le candidat doit savoir faire. Ceci dit, tiens, en discutant avec Christine en préparant ce webinaire, elle m'a amené des éléments qui sont très, très, très importants pour moi, qui sont complètement implicites. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec elle, mais là, Christine, je vais te laisser la main pour expliquer cette combinaison que tu as mis en lumière lors de notre échange et qui est fondamentale. Oui, merci Katarzyna. Effectivement, là, on est dans une approche, encore une fois, c'est du vocabulaire ressources humaines. Et alors, une compétence, c'est pas juste du savoir ou du savoir-faire, c'est cette combinaison de savoir, donc de connaissances, ok, pures, enfin qu'on dirait nous, OF, des compétences, des connaissances, pardon, ou des savoirs théoriques. Et puis les savoir-faire, ben ça, vous le savez beaucoup mieux, c'est beaucoup plus logique pour vous, c'est-à-dire l'application des savoirs dans une situation professionnelle. Et puis aussi, alors, les gestes, hein, les particularités, tous les acquis de savoir-faire que l'on peut avoir, hein, qu'on peut répertorier d'ailleurs dans du knowledge management. Et puis, vous avez le savoir comportemental qui est aussi ce qu'on appelle aussi savoir-être. Et puis, le savoir-agir, parce que si on a les trois, mais qu'on ne sait pas quoi en faire, ça va pas nous servir à grand-chose. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Une compétence, c'est une combinaison de savoir, savoir-faire, savoir comportementaux et de savoir agir. D'où la description dans les référentiels de situations professionnelles. Voilà. Parce que une compétence ne peut pas être évaluée toute seule. D'accord? Ex nihilo. On évalue une compétence dans une situation professionnelle. Sinon, on ne peut pas l'évaluer. Et je vais aller juste, si tu veux bien, Katarzyna, un tout petit cran plus loin. Oui. Attention, la compétence n'est pas la performance. Excite-le, j'ai eu 16 sur 20. Si vous avez 10 sur 20, vous avez la compétence. C'est très important ce que je vous dis. Et puis voilà, il y a aussi des compétences qui vont se stabiliser dans le temps plus ou moins rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre bien, bien, bien ce que c'est que cette notion de compétence. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Oui. Très important. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, et n'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet.
on va voir un petit peu de manière un peu plus approfondie, hein, justement, la construction de chacune de ces compétences. Si une compétence n'était orientée que sur un savoir, et d'ailleurs c'est pour ça aussi, quand on construit les compétences, il y a des verbes qu'on va bannir de la construction de certaines compétences, parce qu'ils font justement appel à de la connaissance et non pas à de la compétence. Dans la petit clin d'œil, on s'adresse à France Compétences, donc les connaissances toutes seules, isolées, en fait, elles n'ont pas trop de place. Pour autant, eh bien, parfois, pour exécuter certaines tâches, certaines choses, eh bien, il va falloir des connaissances. Par exemple, bon, c'est peut-être un mauvais exemple, mais voilà, en ostéopathie, par exemple, je dis que c'est un mauvais exemple parce que j'y connais rien en ostéopathie, mais voilà, je me projette, j'imagine, pour un ostéopathe. Si on ne connaît pas l'anatomie, tu es un peu embêté, pardon, Katagena. Si on ne connaît pas l'anatomie, on ne C'est va pas ça. exercer l'ostéopathie. Exactement, mais c'est exactement ça. Donc, je peux effectivement, je ne pourrais pas, comment dire, travailler en tant qu'ostéopathe. Je ne pourrais pas faire des manipulations, remettre des trucs en place, là, voilà, dans un corps humain, si je n'ai pas une parfaite connaissance de l'anatomie et puis de certaines notions théoriques. Voilà, donc on voit que c'est très complémentaire. Pour autant, rédiger une compétence, ça ne peut pas se baser uniquement sur de la connaissance. Voilà, ça n'a pas de sens, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est cette fameuse combinaison qu'il faut réussir à transcrire. Et alors ça, c'est un peu nous notre rôle de consultant, parce qu'au final, moi je me qualifie souvent comme des interprètes, hein, comme des espèces de traducteurs. On écoute beaucoup nos clients. Et puis, derrière, on va traduire, on va rédiger en compétence justement pour rendre compte de cette combinaison. Et la traduction, finalement, quand on lira la compétence, c'est voilà, concrètement, mon candidat, voilà ce qu'il doit savoir faire. C'est le résultat de cette combinaison. Je check au passage s'il y a des petites questions. Ah bah tiens, Sandra qui revient. Donc, si nous faisons une formation dédiée aux infirmières en activité avec une spécialisation formation, oui, c'est ça, l'infirmière et la chimiothérapie, pensez-vous que ce type de formation puisse être monté sur une demande de RS? Alors, là, en plus, on est sur une profession réglementée. Donc, je dirais non. Hein, voilà, je m'aventurerai pas trop sur ce sujet-là, tout simplement parce que peut-être que... Alors, dans le cadre d'une formation, attention, c'est très bien, et puis il en faut, hein, parce que j'imagine qu'il y ait une actualisation justement des connaissances et des compétences à faire régulièrement. Pour autant, là, on serait peut-être plus dans un diplôme universitaire, on serait peut-être plus sur quelque chose qui se rattache à la formation même des infirmiers. Et je suis pas sûre que ça ait vraiment du sens d'aller sur les répertoires. Mais Sandra, n'hésitez pas, on peut par contre échanger en off, et notamment pour que je vous explique le pourquoi du comment. Je veux pas trop m'éloigner de notre sujet du jour du webinaire, mais ça me semble un petit peu difficile. En tout cas, là, comme ça, à première vue. Oui, si à première vue, ça me paraît compliqué parce qu'effectivement, c'est un diplôme d'État, donc c'est ça. Et réglementé. Donc, exactement. Exactement. Alors, poursuivons avec l'écriture en compétences. Alors, petit extrait du Vademecum produit par France Compétences et qui apporte de nombreux éclairages sur plein de sujets différents hein, quand on construit un projet de certification. Eh bien, il est écrit que l'écriture en compétences répond à la nécessité d'adopter un langage commun partagé par tous les acteurs concourant au développement des compétences, des organismes de formation jusqu'au monde de l'entreprise. L'écriture en compétences n'est pas normée. Elle peut être décrite de différentes manières. Mais attention, on a quand même... voilà. Là c'est des menteurs. Oui, voilà. Donc c'est oui, bon, enfin voilà. Après ils ont complété quand même avec un petit exemple, mais je le trouve quand même bien fait ce Vademecum. Hein. Oui, mais là. Mais je suis d'accord avec toi, Christine. Voilà, tout ça pour dire, ok, c'est pas normé, ok, c'est libre, ok, on fait ce qu'on veut, mais en fait non, pas du tout. Voilà, on a une écriture en compétence qu'il faut absolument respecter. Cette compétence doit être introduite par un verbe d'action. Et ce verbe d'action doit relever d'une compétence. Donc, c'est là où on disait tout à l'heure, il y a certains verbes que l'on doit bannir de son vocabulaire quand on écrit une compétence. Tout ce qui va commencer par savoir, par connaître, par exemple, en fait, ça ne fait pas appel à de la compétence, ça fait appel à de la connaissance, donc c'est niet. Voilà. Par contre, évaluer, pourquoi pas analyser, établir une étude de marché, je ne sais quoi encore. Voilà. Là, on est dans du verbe d'action, on est dans quelque chose de concret. Et donc, derrière, il va y avoir le quoi.
établir quoi, analyser quoi, évaluer quoi. Il va falloir donner le sujet de l'action. Puis, on aura, alors les deux dernières parties, elles peuvent être dans un sens ou dans l'autre, peu importe, le pourquoi, c'est-à-dire la finalité. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Établir une étude de marché afin de réaliser le diagnostic de quelque chose. Voilà, donc on a cette finalité. Pourquoi est-ce qu'on le fait? On doit le décrire clairement. Et éventuellement, alors moi, le éventuellement, comment dire, chez moi, il est systématique, mais bon, après, ça dépend un peu de la manière de travailler. Mais je crois que Christine, toi aussi, tu mets systématiquement. Systématiquement le comment. Donc, c'est pour ça que le éventuellement, bon, bah, nous, on le met automatiquement. Voilà. Le comment, c'est-à-dire les moyens. Comment est-ce qu'on va faire? Donc, encore une fois, si on donne un exemple concret, alors moi, je vais prendre un exemple fictif, mais pour que ce soit très parlant, issu du domaine équestre. Parer les pieds d'un cheval en utilisant des techniques de ferrage à froid afin de sécuriser ou comment dire, oui, c'est ça, de sécuriser la maréchalerie. En fait, là où je veux en venir, c'est que le moyen, c'est comment est-ce que je vais faire? En faisant, en analysant, en mettant en œuvre. Alors, on peut le formuler comme ça, on peut le formuler autrement, mais on va citer un ou plusieurs moyens. D'ailleurs, il peut y en avoir plusieurs, c'est absolument pas gênant. Parfois, faut avoir plusieurs moyens pour pouvoir réaliser quelque chose. N'hésite pas, Christine, si tu as d'autres exemples. Ce soit des moyens, mais ça peut être aussi des moyens humains, c'est-à-dire travailler avec quelqu'un. Exactement. Par exemple, j'en sais rien, moi, travailler avec la DSI pour entraîner l'ensemble des salariés à une modification de système d'info, par exemple. Voilà, typiquement, c'est avec qui et comment, j'en sais rien, moi. Enfin, si, je sais. Mettons en œuvre des ateliers et des démarches UX, User Experience, pour pouvoir répondre aux besoins des gens, tout simplement. Voilà un exemple de comment c'est avec quoi et avec qui, en gros. Voilà. Et ça, il faut le faire pour chacune des compétences. Donc, vous voyez qu'une compétence, en fait, finalement, ça peut être une phrase avec plein de rallonges à l'intérieur. Donc, par contre, on a bien un verbe et favoriser un seul verbe parce que, bon, parfois, on voit dans certaines compétences deux verbes, mais voilà, moi, je suis un petit peu frileuse avec voilà, la multiplicité des verbes dans une compétence. En général, on a un verbe. Derrière, on va avoir un ou plusieurs moyens et puis on va avoir en général une finalité. Parfois, elle peut être complétée, cette finalité, elle peut avoir deux angles. Voilà. Et ça, on le fait vraiment pour toutes les compétences. Donc, ne vous étonnez pas si la somme de l'écriture de toutes vos compétences vous amène à un référentiel de plusieurs pages. C'est normal. En fait, c'est normal. N'hésitez pas, là, si vous avez des petites questions concernant l'écriture en compétences notamment, puisqu'on va passer à une autre phase que sont les modalités d'évaluation. Bon, évidemment, on reviendra sur vos questions si vous en avez. Donc, les modalités d'évaluation, donc qui correspondent, alors, si on est sur du RS, à notre colonne du milieu, si on est sur du RNCP, à notre 1, 2, 3e colonne. Les modalités d'évaluation, ce sont en fait les examens. La nature des examens, c'est le comment est-ce que vous allez évaluer les compétences, la maîtrise des compétences de vos candidats. Donc, ces modalités d'évaluation, elles peuvent être très, très variables, encore une fois, selon déjà s'il s'agit d'un RNCP ou s'il s'agit d'un RS, selon la nature même du titre de la certification. Mais en tout cas, voilà ce que dit le Vademecum RNCP. Je cite, les modalités d'évaluation, dans leur diversité, doivent s'approcher le plus possible de situations de travail en cohérence avec le niveau attendu de maîtrise des compétences visées. Donc, elles doivent s'approcher le plus possible de situations de travail. De ce fait, on comprend bien que, pris de manière totalement isolée, tout ce qui est quiz, tout ce qui est QCM, ça n'a pas vraiment sa place dans un référentiel. Alors là, encore une fois, j'ajuste mes propos. Si ces quiz, ces QCM viennent en complément d'une autre modalité d'évaluation pour s'assurer de la maîtrise de la compétence, c'est OK. Mais si on n'a que des quiz, que des QCM, ou si on a, par exemple,
on imagine un bloc au sein d'un titre RNCP qui ne serait évalué que par cette modalité, ça n'a pas de sens, puisque dans le quotidien professionnel, eh bien, on ne fait pas de quiz de QCM. Ce qu'il faut observer, c'est le candidat en situation de travail, dans son contexte, pour pouvoir s'assurer de ce qu'il fait. Alors, parfois, ça va être transposé dans des examens simulés, une étude de cas, une mise en situation professionnelle, mais n'empêche que ce sera quand même le reflet d'une situation professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut citer, Christine, comme exemple de modalité d'évaluation? Qu'est-ce qu'on a vu passer, nous, dans les référentiels et dans les souhaits de nos clients? Je vais rester sur mon exemple ressources humaines. Alors, on va monter par exemple effectivement un cas pratique sur la façon dont, sur le processus par exemple de recrutement et de onboarding. Voilà, dans cette partie recrutement du développement des ressources humaines. Donc, on va effectivement donner des éléments de contexte de l'entreprise, le nombre d'effectifs, ce que fait cette société, etc. Et on va demander donc aux candidats de nous expliquer comment ils mènent le processus de recrutement et derrière le processus de onboarding qui est la suite. Voilà. Mais on va pas détailler plus, enfin, on va demander ce que je viens de dire, c'est-à-dire un livrable écrit, par exemple, qui va être de donner le processus complet sur un schéma et derrière d'être capable oralement, en livrable oral, d'expliquer au jury comment ça s'enchaîne, pourquoi il a choisi ça, pourquoi c'est fait comme ça, etc. D'accord? Donc ça, Et puis pour le onboarding, de la même façon, on va demander quel est le processus de onboarding et jusqu'où il doit être mené. Vous voyez, par exemple. Mais on va pas donner ce qu'il faut faire exactement, puisque c'est justement à l'apprenant de nous le dire. Voilà, par exemple, pour le recrutement, bah, il faut travailler avec sans doute le manager qui a besoin de quelqu'un pour savoir exactement le profil qu'il veut, quels sont les autres profils de l'équipe, etc., pour pouvoir établir bah, une annonce, tout simplement. Voilà. Mais ça, si on le met en détail, ça ne veut pas. Il faut voir la capacité de l'apprenant à avoir là justement la vision complète de tout ce qu'il doit faire, de tout ce qu'il doit mettre en œuvre. Voilà, donc dans quel ordre d'ailleurs, nous dire l'ordre. Voilà. Tout à fait. Voilà l'exemple. Ouais. Alors, on peut mettre à la disposition des jurys d'évaluation, pourquoi pas une trame avec. Alors, encore une fois, hein, ça dépend de la nature des épreuves, bon bref, du titre, etc. Mais on pourrait mettre à disposition, alors selon la nature du sujet, un corrigé type, ou ça pourrait être des niveaux attendus, des phases attendues, des mots-clés attendus. Et puis après, l'évaluation, elle va se faire aussi en fonction de ce que l'on va pouvoir observer. Tout à l'heure, je vous donnais mon exemple équestre, là, issu de la maréchalerie. Là, vous imaginez bien qu'on ne va pas pouvoir évaluer les compétences en parage sans observer le candidat en situation avec un vrai cheval et en train de faire. Parce que là, voilà, on ne va pas pouvoir faire un QCM sur comment poser, comment découper la corne, etc. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Donc là, encore une fois, plus on est dans le reflet de la situation de travail, donc de ce qui se passe sur le terrain, et mieux c'est. Et tout dépendra évidemment aussi de ce que l'on va évaluer, la nature des compétences. Petite remarque au passage, attention à une confusion, moi, que je vois régulièrement auprès de certains porteurs de projets. C'est la confusion entre les évaluations formatives et les évaluations certificatives. Ce sont deux choses différentes. Lorsque vous allez déployer une formation, au cours de la formation, vous allez mettre en place des évaluations formatives pour bien vérifier que vos apprenants ils ont appris et compris surtout certaines notions, certaines pratiques. Quand on est dans de l'évaluation certificative, on est à l'issue du parcours de formation. C'est complètement décorrélé finalement du parcours de formation. Et ça peut prendre une dimension totalement différente, j'ai envie de dire, de par même son ampleur et de la nature de ces évaluations. Donc, il faut vraiment dissocier ces deux aspects. Alors, je check les petites questions qui apparaissent. Donc, Mélanie, dans l'écriture des référentiels d'évaluation, nous posons directement la question aux employeurs du métier concerné. Quelles tâches vous confieriez j'ai la langue qui fourche, à un candidat pour savoir s'il est compétent. Cela aide à trouver les situations d'évaluation. Excellent, voilà, très bien.
Donc ça, c'est une très bonne chose de procéder ainsi. Dans les modalités d'évaluation, faut-il décrire la façon dont l'évaluation se déroule? Alors, on le fera peut-être. Alors, on le fera d'une certaine manière au niveau du référentiel d'évaluation, oui. Par contre, on le fera de manière plus poussée dans un autre élément qu'on appelle, enfin, en tout cas, moi, que j'appelle la procédure d'assurance qualité. Alors après, on peut lui donner des petits noms différents. Donc, il y aura une autre pièce du dossier. Par contre, on va le décrire de manière bien plus poussée. Par exemple, 10 minutes de l'exercice et 10 minutes de présentation, etc. Oui, ben voilà. Donc, alors, ça, on va le décrire effectivement de manière, comment dire, de manière à présenter la nature de l'épreuve et pourquoi pas le temps imparti. Mais voilà, comme je vous disais, on le fera de manière plus poussée dans un autre livrable, tout simplement parmi les pièces du dossier qu'on va livrer à France Compétences. Que dire de plus sur ces modalités d'évaluation? Enfin, je ne sais pas, Christine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les modalités? Non, je crois qu'on a. Enfin, Ok. j'espère qu'on a été clair. C'est Oui. à vous tous qu'il faut demander. Bon, Hein, dans les faits, je si crois oui ou qu'on pourrait non. passer 2 jours sur chaque, Oui. sur chaque élément. Donc là, on va vraiment à l'essentiel. Passons à présent aux critères d'évaluation. Donc, une fois que j'ai mes modalités d'évaluation qui vont me permettre d'évaluer une ou plusieurs compétences de mon référentiel. Oui, parce qu'au fait, on n'est pas obligé d'avoir une modalité d'évaluation par compétence, hein, fort heureusement, parce que sinon, on s'en sortirait plus. Ce serait bien trop long. Donc, on peut avoir une modalité d'évaluation qui couvre plusieurs compétences, voire plusieurs sous-activités, mais on va dire voilà plusieurs compétences au sein d'un même bloc si on est sur du RNCP. Par contre, attention, comme on l'a dit, chaque bloc devant être autonome et indépendant, il faudra bien veiller à ce que vos évaluations ne couvrent pas plusieurs blocs, parce que sinon, il y aura une incompatibilité quelque part. Les critères d'évaluation, eux, vont permettre. Alors, moi, je l'aborde de cette manière pour vraiment illustrer mes propos, mais on va les formuler comme une espèce de checklist qu'on va mettre à disposition du jury, sur laquelle il va pouvoir s'appuyer pour observer le candidat et checker au fur et à mesure, alors soit en cochant des cases oui, non, soit en mettant, pourquoi pas, des notes, hein, après, peu importe, pour évaluer le candidat et pour bien checker que, OK, alors ça, il sait faire, ça, il sait pas faire, ça, on l'a vu, ça, on l'a pas vu, etc. Voilà pour cette notion de critères d'évaluation. Ces critères, alors là, il y a faut être très habile entre formuler des critères suffisamment précis pour bien s'assurer que le candidat il maîtrise la compétence, mais en même temps, si on est trop dans le détail, si on va beaucoup trop loin, si on met trop d'indicateurs, eh bien notre pauvre jury, il risque d'être noyé par sa grille et de ne pas réussir à suivre ce que fait ou ce que dit le candidat. Donc là, il faut trouver cet équilibre subtil pour être à la fois très fin dans son analyse, mais en même temps ne pas noyer notre pauvre membre du jury parce que lui, il est là pour évaluer un candidat et pas pour avoir le nez collé dans une grille. Voilà. Je ne sais pas, Christine, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à Oui, ça. ce que je voudrais rajouter, c'est que de toute façon, on a effectivement l'obligation d'avoir des membres de jury qui sont des personnes qui exercent le métier cible de votre certification. C'est pareil pour le répertoire spécifique. Donc, en fait, je te rejoins totalement, hein, Katarzyna. Submerger complètement le jury de critères qui n'en finissent pas prouverait d'ailleurs qu'on ne leur fait pas tellement confiance sur leur capacité de connaître le métier. Donc, c'est absurde et je vais être extrêmement direct sur un plan purement de la réception qu'a France Compétences de ce genre de défilé de critères. C'est un rejet. C'est-à-dire que très simplement, l'instructeur ou l'instructrice, si jamais vous l'avez après au téléphone, si vous avez eu un rejet, va vous dire comment voulez-vous qu'un jury puisse, exactement ce que tu viens de dire, Katarzyna, hein, puisse avoir à la fois, puisse évaluer et à la fois avoir le nez dans la grille. Voilà. Il y a quand même une certaine confiance à avoir dans la capacité de vos jurés à évaluer les compétences des personnes. Voilà. Alors par contre, une chose qu'il faut aussi retenir quand on pense ces critères d'évaluation, c'est qu'un critère doit être objectif.
Donc, quand on commence à rédiger un critère où il y a, par exemple, c'est un mot qu'on voit souvent, la réponse est pertinente ou l'action est efficace. Bah, en fait, la question à se poser, c'est oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que d'un jury à l'autre, ça peut être interprété et perçu de manière différente. Donc, on voit que c'est subjectif. Donc, si on dit, voilà, la réponse, l'action est efficace, ok, il faudra préciser quelle est, à travers, pourquoi pas, des... Oui. En quoi elle est efficace? Exactement. Qu'est-ce qui va permettre de déterminer que c'est efficace, hein, voilà. Donc, on a atteint l'objectif ou ces mots-clés ont été abordés. Enfin, voilà, il faut quand même traduire ça de manière objective. Je check les questions. Alors, selon vos expériences d'experte, pensez-vous qu'il soit judicieux de faire appel suite à un avis défavorable pour un dépôt RS, sachant que ce sont les critères 1 et 2 qui justifient ce refus? Alors, faire appel. Ça veut dire quoi, faire appel? Oui, je comprends ce que ça veut dire. Voilà, faire appel. Alors, ça dépend. Est-ce que ça, Asia, est-ce que vous voulez dire redéposer le dossier ou faire appel au sens un peu plus juridique du terme? À mon sens, là, j'y réponds sans connaître votre dossier. Et bon, c'est pareil, hein, en off, on peut en discuter, bien entendu, mais les éléments qui sont intégrés dans la notification de refus que vous avez reçue, notamment au niveau des critères 1 et 2, et si les critères apparaissent dans un certain ordre, c'est pour une certaine raison, ce sont les plus forts. C'est certainement qu'il y a des réajustements à faire, donc ça, j'ai envie de dire, je vois le verre à moitié plein, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une marge de progrès sur votre dossier et qu'il y a des choses à reprendre et représenter le dossier. Bon, après, malheureusement, oui, c'est vrai que ça prend du temps au niveau de l'instruction, etc. Mais ça veut dire que potentiellement, il y aurait quelque chose à faire. Question suivante. En termes d'évaluation, peut-il y avoir un dossier construit par le candidat qui couvre l'ensemble des compétences et qui serait présenté à l'oral et à l'écrit au jury de certification? Oui, ça va selon le... Alors, encore une fois, hein, là, je parle sans avoir vu votre dossier, mais sur le principe, on peut avoir un dossier, effectivement, qui va couvrir plusieurs compétences et qui va être remis en amont dans sa version écrite et que le jury, par exemple, va analyser et sur lequel il va s'appuyer pour ensuite interroger le candidat à l'oral. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pouvez-vous nous dire... Pardon, Katarzyna, moi je serais plus dubitative. D'abord, pas devant le jury de certification. En tout cas, si on est au RNCP, c'est le jury d'évaluation et pas. Il y en a deux jurys, hein, d'accord? Merci pour la précision. Oui, vraiment, hein, pour les deux répertoires. Franchement, attention à ne pas confondre. Et voilà, moi je serais plus quand c'est complètement transverse. Si c'est du RS, oui. Si c'est du RNCP, moi personnellement, je ne le conseillerais pas. Voilà. Bon, vous avez bien compris que c'est du cas par cas. Voilà, de manière générale, pourquoi pas. Après, dans le détail, il faut vraiment affiner pour avoir. Et pardon, effectivement, pour la grosse coquille. C'est pas le jury de certification, ce sera le jury d'évaluation. En même temps, pardon, Katarzyna, je voudrais rajouter une chose, finalement. Si nous réfléchissons bien à la question de Véronique, ça couvrirait l'ensemble des compétences de tous les blocs? Ah oui, non. Alors là, Véronique, ou bien un seul, parce qu'un seul bloc, oui. Moi, j'avais compris tous les blocs, c'est pour ça que je vous ai répondu ça. Et moi, j'ai compris pour un bloc. Donc là, c'est pareil. Désolée à chaque fois pour nos réponses, ça dépend, mais c'est très important. Sur des dossiers comme ça, il faut être extrêmement précis pour pouvoir aussi vous donner des réponses précises. Oui. Là, on répond dans les grandes lignes et c'est l'objet justement de ce type de webinaire. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc en fait, sur un seul bloc, c'est possible. Sur l'ensemble de la certification, non, puisque comme vous l'a dit Katarzyna, chaque bloc est évalué d'un coup. Donc ça ne peut pas être une évaluation transverse, sauf à ce qu'elle se rajoute, hein, type rapport de stage, mémoire, voilà. Mais c'est en plus. Voilà. C'est en plus, exactement. Tout à fait. Et alors, du coup, je prends la question suivante. Selon vos expériences d'expert, pensez-vous qu'il soit judicieux de faire... Non, n'importe quoi, excusez-moi, je suis en train de relire une question que j'avais déjà lue. Lilique. Tac, voilà. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'obligation concernant le jury pour la certification RNCP? Alors,
je pense qu'il faudrait faire un webinaire dédié au jury, Ouais. parce qu'il y a plein de questions sur les jurys. Mais pour faire simple, déjà, vos membres du jury ne doivent pas être constitués de formateurs qui sont intervenus sur la préparation à la certification, parce que ça enlèverait toute impartialité au niveau des évaluations. Donc ça, c'est primordial. Et ensuite, il doit être composé à minima de plus de 50%, enfin à minima 50% de professionnels extérieurs en activité et experts dans le domaine qu'ils vont évaluer. Voilà. Donc là, je fais de manière très très simple, très directe, très succincte. Voilà, hein, mais on va à l'essentiel. Allez, poursuivons. Alors, il ne nous reste plus grand-chose hein, sur les points que je voulais. Ben voilà, en fait, on avait abordé. C'est bon, on est arrivé au bout des critères d'évaluation. Donc là, c'est bon, vous pouvez y aller sur vos questions parce que je voulais vraiment Il y a que. encore une question, Katagena, là. Peut-on faire évoluer les modalités d'évaluation enregistrées par France Ah, Compétences? C'est Nathalie. Oui. alors, Enfin, moi, oui, je dis oui. Dis-moi oui. toi. Et puis même, c'est même souhaitable. C'est-à-dire que, alors, votre certification, quelle qu'elle soit, elle va être enregistrée pour une durée limitée. D'accord? C'est maximum 5 ans. Et puis, au bout de 5 ans, il va falloir renouveler, en fait, redéposer votre dossier. Et entre chaque dépôt, eh bien, vos compétences, votre référentiel, votre manière de faire aussi, peut-être la procédure d'assurance qualité, c'est-à-dire la manière dont vous allez évaluer les compétences et donc aussi les modalités d'évaluation, tout ça peut être amené à évoluer. Et c'est même souhaitable. Enfin, je veux dire, c'est le reflet aussi du progrès et de l'amélioration continue de votre organisme certificateur. Donc, oui, tout à fait, ça peut évoluer. Maintenant, quid des évolutions faites entre deux dépôts, c'est-à-dire en cours de vie de certification. Bon, en principe, on est censé être un petit peu sûr de son coût au départ. Maintenant, s'il y a des évolutions, comment dire, qui seraient dues et nécessaires au regard aussi d'évolution sur le marché du travail. Alors là, ça vaut le coup effectivement de contacter France Compétences et de dire voilà, nous on veut faire évoluer les choses parce que en fait c'est l'environnement, peut-être parce que un environnement technique, il y a des évolutions voilà sur le marché de manière générale. Je pense aux domaines tels que l'informatique ou enfin voilà où il y a sans arrêt des innovations. Et là, peut-être que ça mériterait effectivement, entre deux enregistrements, de faire évoluer un peu son système. Ok, tac, tac, tac. Alors, Véronique, effectivement, qui nous a apporté le complément tout en ayant une évaluation bloc par bloc. Donc là, oui, voilà. Donc je pense qu'on a répondu à la question, Véronique. Oui. Enfin, je l'espère en tout cas. Frédéric, comment se procurer le document Word qui reprend l'ensemble du dossier RNCP afin de travailler les contenus en amont de la saisie sur le site de France Compétences? Ah, vous voulez dire peut-être… ah oui. Alors, il est téléchargeable alors, tout dépend si vous avez un… Excusez-moi pour la réponse décousue. Il faut que vous ayez un espace France Compétences. Il est téléchargeable dedans, si je dis pas de bêtises, mais moi, de mon Oui. côté, je Mais dois pas l'avoir dehors. également. Mais C'est pas ça, hein. dehors. Il n'est pas Oui, c'est accessible ça. en dehors, Il hein, faut, si il je faut avoir, faut avoir ouvert l'espace pour pouvoir télécharger effectivement les documents vierges. Voilà. Mais voilà, c'est contenu dedans, donc il faut créer votre espace si ce n'est pas déjà fait. Il me semble qu'on ne peut pas faire évoluer les modalités d'évaluation en cours d'enregistrement, voire le doc notice d'aide. Voilà, mais c'est pour ça, Véronique, je disais, c'est des cas très très ciblés, très précis, c'est vraiment particulier. On ne peut pas juste parce que tiens, finalement, c'est pas pratique cette façon de faire. Ben finalement, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire autrement. Non, ça c'est, enfin, faut l'avoir réfléchi en amont. C'est très important que les choses soient bien verrouillées, ficelées avant de déposer le dossier, avant son enregistrement. On est parfaitement dans les temps. Profitez-en si vous avez encore quelques petites questions. Alors, je suis un peu perdue entre le rôle du jury d'évaluation et de celui de certification. Le premier concerne les évaluations formatives. Ah non. Donc, Non, non. possibilité de faire par les formateurs. Le deuxième, celui de la certification, non. Alors, Ni l'un ni l'autre. alors, moi, je vais faire la version RS et puis après, je vais te laisser, Christine, faire la version Oui, RNCP. vas-y. Parce que, encore une fois, je suis désolée, ça dépend. Mais sur du RS, très souvent, pas toujours, mais très souvent, j'observe, de par les échanges avec les clients, que on va attribuer aux mêmes personnes le rôle de jury d'évaluation et le rôle de jury de certification. Parce que ça simplifie les choses, parce que c'est plus confortable et parce qu'il y a une certaine logique derrière.
Mais parfois, ce n'est pas possible. Et ça dépend vraiment de la nature même de la certification. Le jury d'évaluation a pour rôle d'évaluer le candidat. Il observe le candidat, il va utiliser sa grille d'évaluation, il va cocher, il évalue. Mais on est bien dans l'évaluation certificative, là. On n'est plus du tout dans la formation, on est vraiment dans la certification. Le jury de certification, lui, va récupérer, par exemple, je vous donne un exemple concret, les grilles d'évaluation des jurys d'évaluation, va les comparer, va prendre en compte l'ensemble des évaluations et va se prononcer. Au regard de tous ces éléments, est-ce que oui ou non, je vais octroyer la certification? Voilà. Donc, j'espère que voilà, ça, ce sera clair. Après, version RNCP, ça peut être plus complexe. Donc là, Christine, voilà, je te laisse prendre le relais. Alors, j'ai envie de dire que pour l'évaluation, pour le jury, pardon, RNCP, c'est même clairement expliqué par France Compétences. Vous avez un jury d'évaluation, hein, et vous avez un jury de certification. Et alors, absolument, et là, je redis la même chose que Katagena, attention, nous ne sommes pas dans de l'évaluation formative, c'est-à-dire une évaluation qui ressemble à un contrôle continu, mais au cours de laquelle les apprenants sont aidés par le formateur, c'est pour ça que ça s'appelle formative, hein, alors que l'évaluation de certification va être un moment où il va se retrouver tout seul et il va devoir démontrer ce qu'il sait faire. Et là, dans la formative, bah, évidemment, ce sont les formateurs, hein, ça me paraît logique. En revanche, le jury d'évaluation doit être le plus objectif possible. En ce qui me concerne, je conseille toujours à mes clients d'avoir deux personnes qui soient complètement étrangères et qui ne connaissent absolument pas les apprenants. C'est un gage de sérieux, c'est un gage d'objectivité pour les apprenants. Voilà, tout simplement. Donc, attention sur ce plan-là à être très clair dans la recherche de l'impartialité. D'accord? Oui. Et puis, le jury de certification, c'est effectivement un jury ad hoc qui va être monté par vous et qui va recevoir l'ensemble des évaluations, des dossiers que vous allez avoir composés grâce au jury d'évaluation et qui va être transmis au jury de certification. Il est parfois judicieux, quand on a énormément d'élèves, d'avoir une commission intermédiaire, hein, c'est ce que font les gros opérateurs. Ils vont avoir le jury d'évaluation, après une commission certification qui va déjà donner un premier avis, et ensuite on transmet au jury de certification qui est plutôt, j'allais dire, une chambre d'enregistrement. Oui. Et quoi qu'il en soit, quelle que soit votre décision et votre structure et votre organisation, il faudra l'inscrire dans le marbre, voilà. Il faudra bien la présenter, bien l'expliquer pour que ce soit clair, à la fois en interne pour vos équipes et puis à la fois en externe, par les documents notamment que vous allez fournir à France Compétences, il faudra bien expliquer les rôles des uns et des autres. Il y a une question là de Céline. Oui, alors attends, parce que du coup, je crois qu'il y en a avant. Ouh là là. Oui, mais là, c'est dans la foulée de ce que nous venons de dire. Pour ça tu as lu, ok, très bien, voilà. Bon, après, n'hésitez pas, comme je vous dis, d'ailleurs, tenez, hop, je vais vous l'afficher ici. Hop, voilà. Si vous souhaitez poser des questions par ailleurs, n'hésitez pas. Si toutefois vous estimez que voilà, vous avez besoin de renfort sur certaines questions. Alors, Céline qui nous dit « Je pense que je n'ai pas compris, jury d'évaluation, on peut prendre quelqu'un qui a déjà formé des personnes, jury de certification totalement externe. » Non. Dites-vous bien qu'une personne qui a formé un apprenant qui est devenu un candidat ne peut pas intervenir dans le jury. Et de la même façon, si moi je suis jury d'examen et que je me rends compte que tiens, il y a ma petite nièce qui arrive devant moi, je ne suis pas censée l'évaluer parce qu'il y a un parti pris. Un jury doit être impartial, un jury doit être neutre, il doit y avoir une égalité de traitement entre tous les candidats. Donc, vous voyez un petit peu, les mots sont forts, mais c'est très, très important. Donc, quand on constitue les jurys, voilà, quand on a été formateur, on sait ce que c'est. Il y a des personnes qu'on a envie de chouchouter et puis qu'on va avoir tendance un petit peu à favoriser le jour de l'examen, voire l'inverse. Donc, voilà, on ne peut pas avoir de formateur dans les jurys d'évaluation. Oui, effectivement, je vous rejoins. C'est totalement compliqué parfois d'avoir des jurys externes, mais c'est obligatoire. Mais c'est obligatoire. Là-dessus, on n'a pas le choix.
Bon, je regarde l'heure. On a légèrement dépassé le timing. Je tiens à vous remercier pour vos questions à la fois nombreuses et très pertinentes. Merci beaucoup de les poser parce que je pense que ça éclaire beaucoup d'entre vous sur certains sujets. Nous, ça nous permet aussi de voir quelles sont ces questions et puis potentiellement de préparer des sujets de webinaire sur ces thématiques. Christine, merci infiniment de t'être Je t'en joint à prie, nous. merci de m'avoir invitée, Katarzyna. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes Merci à vous réponses, tous. pour toutes tes précisions. Je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Au revoir. Au revoir.